Alors, dans la rubrique Les femmes à l'honneur, mon deuxième opus, avec un livre tout à fait original, L'origine du livre Stromsky. Alors, il est des livres qui vous tombent littéralement dans les mains et qui viennent vers vous et se lovent dans vos bras sans que vous ne leur ayez demandé quoi que ce soit. Voilà comment je me suis retrouvée un jour avec cette incroyable petite bande dessinée en noir et blanc, sauf quelques pages, L'origine du monde de Liv Stromsky, au détour d'un rayon d'une librairie. La thématique est, je vous l'accorde, un petit peu déroutante. C'est les organes sexuels féminins, à savoir, pour parler clair, la vulve et le vagin. Alors l'œuvre est expliquée par une petite protagoniste qui présente à ses lecteurs, l'espace de 2 pages, l'origine de nos difficultés à nous les femmes, je cite, à savoir, ouvrez les guillemets, que les hommes débordants d'énergie ont colonisé le corps de la femme jusqu'à ses moindres recoins les plus sombres et les plus humides, fermez les guillemets. Et le premier chapitre le prouve, avec preuve à l'appui. Il est justement intitulé « Ces hommes qui se sont un peu trop intéressés à ce que l'on appelle les organes féminins ». Et ces hommes vont être classés par numéro d'entrée dans une petite liste édifiante dont je vais vous livrer quelques perles. Le premier est à la 7e place, l'étonnant et inquiétant John Harvey Kellogg, 1852-1943, qui, en plus d'inventer les célèbres céréales Kellogg's que vous connaissez, rédigeait en tant que médecin des manuels d'hygiène dans lesquels il affirmait sans preuve que l'onanisme, c'est-à-dire le fait de se masturber, provoquait particulièrement chez les femmes des cancers et autres maladies, voyons, et il proposait comme remède quelque chose de très simple, l'application, je cite, d'acide phénique sur le clitoris pour calmer toute excitation anormale. C'est clair que cela devait calmer toute envie de quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. Autre personnage inquiétant, très inquiétant, le docteur Baker Brown, qui avait une passion pour la pratique de la clitoridectomie, c'est-à-dire tout simplement le fait d'enlever le clitoris. Ce curieux docteur avait l'habitude de proposer notamment aux femmes anglaises divorcées, celles qui avaient obtenu le divorce à partir de 1857, une petite clitoridectomie, entre autres joyeusetés, pour calmer les bêtes, hein, voyons. Petit passage avec un personnage religieux incontournable, Saint Augustin, celui qui fit passer l'idée de la sexualité et de l'érotisme antique comme un cadeau des dieux à une rupture conceptuelle, considérant au contraire que l'héritage du péché d'Adam et de Ève se transmet d'une génération à l'autre à travers le sexe, et que c'est surtout la femme qui est un être de tentation et d'impureté. Saint Augustin, ou comment passer d'une pensée positive et hédoniste à celle dévoyée d'une sexualité culpabilisatrice et répugnante. Et voilà. Pour la première fois, le corps de la femme et son sexe deviennent l'opposé du divin. La dégringolade est en marche. Quatrième, une petite pensée douloureuse pour les sorcières du XVIe et du XVIIe siècle et l'obsession de la marque du diable que les bourreaux allaient parfois chercher jusque dans les parties les plus secrètes des pauvres inculpés. Certains exemples précis sont donnés dans son livre qui est très historique, très bien documenté. La tragédie de Saartjie Baartman, dite aussi Vénus Hottentote, cette femme croisant d'Afrique du Sud, vendue comme esclave à Alexandre Dunlop, chirurgien militaire de la marine, qui la ramène à Londres pour l'exhiber presque nue, afin que les hommes puissent regarder son fessier proéminent et ses grandes lèvres. On l'appelle aussi la Vénus noire.
À sa mort, le baron Cuvier prélèvera sa vulve, signe de, je cite, une sexualité bestiale, fermez les guillemets, et développera ses théories pseudo-scientifiques raciales, que les blancs seraient plus évolués que les noirs, et donc plus intelligents, et autres théories qui proliféreront malheureusement au début du XXe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle, et qui seront justement et heureusement démontées par les scientifiques de la deuxième partie du XXe siècle, et notamment des anthropologues comme Yves Coppens, qui prouvera, lui et d'autres, qu'il n'y a qu'une seule race d'hommes et de femmes, la race humaine, sans aucune distinction de quoi que ce soit. Il n'y a qu'une seule humanité sur Terre. L'exemple est donné, bien détaillé. Quoi d'autre dans ce livre? Il n'y a pas que ça. Là, je m'arrête là pour les exemples, je vous laisse découvrir, il y a d'autres choses édifiantes. Quoi d'autre dans ce livre? Eh bien, les réflexions qui ont la vie dure, à savoir la façon dont on nomme les différents sexes de la femme. Alors, il est souvent convenu que les garçons ont un zizi, un pénis, mais que les femmes n'en ont pas. L'idée aussi que le sexe féminin est toujours décrit par rapport au sexe masculin et qu'il n'a pas véritablement le statut d'un organe indépendant existant intrinsèquement pour et par lui-même. La confusion aussi entre le mot vulve et le mot vagin, qui n'est pas le même. La vulve, c'est l'extérieur, le vagin, c'est l'intérieur. Et l'idée d'incomplétude du sexe féminin dans l'imaginaire sociétal. Ce petit livre explore toutes ces questions avec force exemples et références. Autre point très intéressant aussi dans ce livre, le chapitre qui explique que la vulve des femmes n'a pas toujours été cachée dans la statuaire ancienne et qu'il fut un temps dans le berceau de la civilisation occidentale où la vulve fut exposée, sculptée, revendiquée et vénérée. Eh oui. Autre aspect développé dans ce livre, aspect historique, sociétal, sexuel, l'orgasme, ou comment le plaisir féminin, à la fin du XVIIIe siècle, n'est plus considéré comme un préalable nécessaire à la conception, pour rendre les choses un peu plus faciles, car au lieu de discuter sur la façon de procurer un orgasme aux femmes, les médecins de l'époque remettaient en question son existence et la capacité des femmes à avoir de véritables désirs sexuels. Grand tournant ce XVIIIe siècle, qui va bien sûr avec l'évolution de l'image du sexe féminin, évoqué comme un pénis inversé, et donc considéré comme une version sous-développée et imparfaite du sexe masculin. Et puis alors là, vous voyez l'évolution. La femme serait donc un moindre mâle, et qui dit moindre mâle, dit aussi moindre existence, et donc moindre pouvoir. Ça y est, on y est. Écarter les femmes de toutes les revendications en évoquant leur sous-sexe est aussi de tout temps, et particulièrement quand on vient de couper la tête d'une royauté millénaire et d'écrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au XVIIIe siècle, une question d'argument, aussi fallacieux soit-il. Vous suivez le raisonnement qui est mis en place de façon particulièrement habile? Ensuite, le lecteur découvre aussi la petite histoire du clitoris et des informations incroyables. Savez-vous qu'il a fallu attendre 1998 pour avoir une image et une idée précise de ce qu'était le clitoris en tant qu'organe? C'est Hélène O'Connell du Royal Melbourne Hospital qui découvre en 1998 que le gland du clitoris est seulement la petite partie émergée de l'iceberg, mais qu'en réalité, l'organe est beaucoup plus grand, 7 à 10 cm, et consiste en 2 racines et 2 bulbes qui enserrent partiellement le vagin des 2 côtés. Et c'est cet organe entier qui gonfle lors de l'excitation sexuelle. Mais avant 98, on n'en avait pas une image complète. Incroyable, non? Enfin, la dernière partie est consacrée aux règles et à la vision que les hommes en ont, que les femmes aussi en ont, mythes, croyances, évolution et réalité,
avec une dernière petite réflexion ou contestation de l'auteur que je vous livre. Je cite, c'est l'auteur qui le dit: « Il est dommage que les règles en tant que phénomène, expérience, thème existentiel ou créatif soient balayées de notre culture et que la place publique offre si peu d'occasions de représenter les expériences liées à la menstruation. » Fermez les guillemets. C'est un petit livre intelligemment fait, riche, historique, très bien documenté, très agréable à consulter, que chaque homme et chaque femme devrait avoir eu dans ses mains au moins une fois dans sa vie. Je vous le recommande. Allez, vous connaissez ma rengaine? Ne subissez pas vos vies, faites des livres vos compagnons de plaisir et de réflexion. Soyez fiers et riches de vous-même, des autres et de la vie que vous vous faites. Portez-vous bien!